Retour donc sur ce plateau après cet entretien réalisé par Alphonse Marat avec l'ancien ministre du Budget. Nous parlons maintenant d'un autre secteur. Il est le secteur qui se porte le mieux et qui tire l'économie nationale vers le haut malgré la pandémie du coronavirus. Il s'agit des mines. Au cours de l'année 2020, la Guinée devient le deuxième pays producteur de bauxite dans le monde derrière l'Australie. À cela s'ajoutent de nombreux signes encourageants constatés dans le secteur. Toutefois, pour ce qui est de l'application du contenu local, c'est un grand défi pour l'État guinéen. À cela, également, il faut parler de la paupérisation des populations riveraines. Kolabouni, qui a connu des soubresauts cette année, en est une parfaite illustration. La non-réhabilitation du couvert végétal, une réalité aux grandes dames des activistes de la société civile. Djibril Ba nous signe ce commentaire. Les mines sont et resteront le secteur qui s'est mieux porté en 2020. Les 17 compagnies minières ont pu résister malgré tout aux effets néfastes du coronavirus. L'année 2020 qui s'en va nous permet de dire que les mines ont supporté les 17% du PIB, produit intérieur brut. En termes de création de richesses et d'emplois, le secteur minier a participé à une valeur ajoutée de 45% de l'économie guinéenne. L'année 2020 qui s'en va, l'on retiendra que les mines ont enregistré les 80% d'exportation depuis 5 ans et cela permet à la Guinée de se positionner. Malgré la Covid-19, le pays devient en réalité depuis novembre dernier le deuxième producteur de bauxite derrière l'Australie. Sa production de bauxite est passée de 59,6 millions de tonnes en 2018 à 70,2 millions de tonnes en 2019. Selon l'agence Ecofin, des données du rapport de la Banque mondiale sur les perspectives du marché des produits de base, cette hausse de 18% lui permet de ravir à la Chine sa place de deuxième producteur mondial. En effet, l'Empire du Milieu a produit l'année dernière pratiquement les mêmes volumes qu'en 2018, soit 68,4 millions de tonnes de bauxite. Pendant que la production chinoise n'augmente plus beaucoup depuis quelques années, celle de la Guinée ne cesse d'affoler les compteurs depuis 2015. On vit peut-être l'âge d'or de la bauxite guinéenne. Et cette période faste est partie pour durer car de nouvelles mines continuent d'entrer en service dans le pays qui accueille sur son sol des grandes compagnies minières comme Rio Tinto, SMB Winning ou encore Chinalco. Pour comprendre ce positionnement de la Guinée, les économistes s'accordent à dire que de 2010 à maintenant, la production de la bauxite est passée de 10 à 70 millions de tonnes par an. Ce résultat est dû aux réformes engagées par le ministère des Mines sans oublier l'établissement effectif du cadre légal réglementaire. De nos jours, les mines représentent une véritable source d'emploi. Dans le secteur, l'on enregistre 50 000 emplois dont 16 000 directs et 34 000 indirects. En plus, 350 000 familles vivent directement ou indirectement des mines. La valeur ajoutée étant à 45% représente une richesse non inclusive parce que tout simplement, expliquent les spécialistes en mines, le secteur minier demande de gros moyens. Or, il existe peu de Guinéens qui ont les moyens pour investir dans la recherche, la construction des infrastructures et l'exploitation minière. La croissance inclusive demande aussi un investissement dans des secteurs notamment l'éducation, la santé, la formation et autres services sociaux de base. Cette réalité n'est pas effective dans certaines localités abritant les sites miniers, notamment Kolaboui, sous-préfecture de Boké, ayant connu des incidents à cause du manque d'électricité, bilan des manifestations, de pertes en vies humaines et de dégâts matériels énormes. Même s'il faut reconnaître les efforts de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, cette agence bénéficie par an les 15% de redevances minières, soit 15 milliards de francs guinéens. Puis, le FODEL, alimenté par une partie des chiffres des sociétés minières. L'année 2020 qui s'en va, le retiendra encore, l'État guinéen a signé avec le consortium SMB Winning le 9 juin dernier une convention de base pour l'exploitation des blocs 1 et 2 de Simandou. Ce projet très ambitieux bénéficiera des avantages spécifiques à chaque étape de sa réalisation, notamment en termes d'emplois locaux et de revenus. Sur la base des hypothèses retenues, il a été déclaré que les revenus directs de l'État sont estimés à 15,5 milliards de dollars sur la durée de la convention 25 ans. Par ailleurs, la reconstruction de l'écosystème dégradé par l'exploitation minière et artisanale est une problématique à résoudre par les ministères concernés. Kintinia, dans la préfecture de Sigiri, la réhabilitation est reléguée au second plan par les exploitants miniers. Dans 19 sites, il n'y a qu'un seul réhabilité. Il part du constat des activistes de la société civile que la réhabilitation d'un site minier paraît complexe.
Pour le faire, il s'agit de procéder à un recensement des espèces locales et exotiques. S'ensuit alors un suivi. Malheureusement, à Kintinia et dans nombreux sites, notamment à Kouroussa et à Mandiana, l'on constate la ruée vers l'or. Ces endroits ne sont pas sécurisés. Fatoya, un district de Sigiri, les habitants ont un avenir incertain. L'exploitation minière et artisanale a détruit tout. Les occupants des vives voix demandent aux autorités d'agir pour un endroit qui actuellement n'a rien à envier au désert de Sahara. Pour trouver des alternatives face à ces réalités de pollution et de destruction de l'environnement, les départements des mines, de l'environnement et du budget doivent conjuguer le même verbe, recommandent des acteurs de la société civile. Car ces réalités de destruction et de pollution de l'environnement se justifient par ailleurs par ce désaccord entre ces ministères. Et pour être plus complet, nous avons côtoyé des citoyens, ceux qui tirent le diable par la queue. Pour les rencontrer, nous sommes allés à l'intérieur du pays, mais aussi à Kobaya. Et vous allez le voir, la Guinée du scandale géologique n'est pas un pays où tout est facile. Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara, Abouakar Din Kamara nous signent ce grand format. Vue du ciel, avec ses quelques 300 km des côtes, ses montagnes et ses ressources naturelles, la Guinée est l'un des pays les plus beaux d'Afrique, l'un des plus riches du monde. Mais vu de près, c'est un pays où vivre rime avec souffrance, à l'image de Bara dans la sous-préfecture de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia. Ici, pas d'électricité, pas d'eau potable. Le seul poste de santé du district, encore rénové par une ONG, n'est pas opérationnel. Le chef du poste, qui se bat comme il peut, reçoit ses patients dans une petite chambre sans le moindre équipement. Depuis 1993, les lits là ont été installés. Donc c'est les lits qui n'ont pas de matelas. Aussitôt. C'est moi-même qui a fabriqué ça pour que je puisse recevoir, soit si quelqu'un vient pour le sérum, pour placer le sérum, je couvre ça avec un drap de lit, je le fasse. Les premières victimes de ce retard, les femmes en état de famille. Sans lit d'accouchement, sans aucun moyen pour la césarienne, sans ambulance, certaines femmes peinent à s'en sortir, affaiblies par un service d'urgence inexistant. Nabintou a eu des contractions. On a cherché un véhicule en vain. On est allé à Kamalaya. Le médecin n'a rien pu faire. Il nous a demandé de partir à Forêt-Karia. Mais en cours de route, le bébé est décédé. Fatou Kaba a eu le même problème. Elle est allée à Kamalaya. Impossible. À Moussaya, on nous a dit de partir à Forêt-Karia. Le bébé a rendu l'âme en cours de route. Pareil pour Fatim, qui, elle, est décédée avec son bébé. Dans ce secteur du district de Kamalaya, toujours dans la préfecture de Forêt-Karia, impossible de dissimuler la pauvreté. Les habitants, des oubliés, puisent l'eau dans une source à proximité du village. Un petit marigot traversé par une route, une source où animaux sauvages et domestiques viennent s'abreuver. Pour boire, se laver, la lessive, tout c'est avec cette eau. On n'a pas de puits, ni de forage. À plus de 100 km de Forêt-Karia, une femme en état de famille revient de l'hôpital. Nous sommes sur la route de Tayaki, dans la commune de Ratoma, donc à Conakry, la capitale. Son village de plus de 1000 habitants n'a aucune infrastructure sanitaire. Ici, les femmes en état de famille sont contraintes de marcher plus de 2 km pour se faire consulter à Kobaya. Dans tout Tayaki, il n'y a pas de poste de santé. Que l'État nous aide. Coupée par une route inaccessible en saison pluvieuse et uniquement ouverte aux motos en saison sèche, les femmes en état de famille sont aidées par Kadiatou Yansane, la seule matrone du village. Tout se passe dans cet abri de fortune. On n'a pas de moyens. Avec les femmes enceintes, c'est grâce aux plantes que je parviens à les aider. Ici, il n'y a pas d'eau potable.
Les habitants coincés à proximité de la mer sont envahis par l'eau salée. L'eau pour les travaux ménagers est puisée dans des trous, sans aucun lien avec la propriété. C'est pas de l'eau potable, ça on lave les bols avec ça, les habits, c'est ça qu'on fait avec l'eau là. Et pour l'eau pour boire, vous achetez ou bien quoi? Oui, on achète, si c'est par pirogue qu'on a amené, on achète avec les gens là, mais si on part en ville, là-bas on puise dans les fourrages, on amène. Mais si les gens amènent ici, on achète un bidon à 3 500. De l'eau potable, il est difficile d'en trouver. Après avoir rempli ses bidons, les enfants se lancent dans une autre aventure, sans se soucier du risque qu'ils peuvent encourir. Les enfants se blessent ici, effectivement. Il y a même eu des cas de mort ici. L'année dernière, il y a eu 2 enfants qui ont perdu la vie ici. Flottant dans l'eau, les enfants parviennent avec courage à transporter les bidons à l'autre côté du village. En République de Guinée, dans certains villages, vivre est un combat de chaque instant. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Peter Drucker est un Autrichien qui est devenu enseignant et consultant en management d'entreprise dans les années 50 aux États-Unis. Dans notre pays, malgré tout, l'entrepreneuriat jeune demeure une voie sûre pour réussir. Peu de jeunes s'y engagent pour plusieurs raisons, notamment le manque de formation et d'information, d'initiatives personnelles, la peur de l'échec. Mais ceux qui franchissent ces obstacles voient toujours le bout du tunnel. En peu de temps, ils deviennent des employeurs. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Elle s'est lancée dans la promotion et la pérennisation de la culture africaine en 2018 alors qu'elle faisait son master au Maroc. Ces tenues mixtes sont confectionnées à base du textile guinéen et africain. Au départ, elle se faisait livrer ses commandes et les commercialiser sur le net. Quand les commandes ont commencé à s'accroître, j'ai trouvé des gens au Maroc, des tailleurs au Maroc, qui étaient pour la plupart subsahariens, avec d'autres Marocains bien sûr. Une équipe de 4 personnes avec laquelle je travaillais sur mes commandes. Parce qu'au niveau de la livraison, ce n'était pas évident de commander à partir de la Guinée, que le client rentre en possession du modèle dans un bref délai. De retour au pays, elle met en place un espace pour confectionner et commercialiser ses produits. En temps plein, elle emploie 8 personnes. Sa clientèle varie en fonction des saisons et des événements. Plus le temps passe, plus ses ambitions augmentent. Pour moi, c'est une école, J'apprends énormément et je me plais très bien dans ce que je fais. C'est pourquoi mes difficultés, je ne les vois pas en difficulté. Je me dis que c'est des défis qu'il faut que je remonte au quotidien. Et plus le temps passe, plus mes ambitions dans le secteur grandissent. Donc je n'ai jusqu'ici eu aucun regret, aucune intention un jour de m'asseoir et de me dire est-ce qu'il ne faut pas faire marche arrière, est-ce qu'il faut passer à autre chose. Parce que je crois en ce que je fais et j'ai la passion, je sais que je vais y arriver. Safiatou Diakité cumule la mode et l'événementiel. Afro Fashion Night est organisé chaque année. Le dernier cas remonte au mois de septembre sous le thème « La mode au service du personnel soignant du Covid-19 ». Dans un autre secteur, un autre jeune est en train de réaliser ses rêves. Mamadou Saliou Mali Diallo est dans l'agroalimentaire. En 2016, il commence par la production du yaourt. Mais les coupures intempestives de courant à Conakry ont conduit sa PME à la faillite. Alors, il se rend à Kindia et investit dans le haricot blanc à hauteur de 50 millions de francs guinéens. Une autre aventure qui vire à l'échec. Mais même 1 kilogramme retenu que je n'avais pas récolté. Mais je ne me suis pas découragé. La voiture qui faisait la livraison du lait, je l'ai revendue. C'est ce moment de difficulté, le moment dur là qu'il faut redoubler l'effort.
Malgré les railleries de certains proches, il n'abdique pas. Il investit une partie de l'argent dans la production du gingembre. Il récolte plus de 20 tonnes qu'il exportera à Dakar. À son retour, il s'oriente vers la filière ananas. Il démarre avec 4500 pieds. Aujourd'hui, il a plus de 20 hectares. Ce qui fait de lui l'un des plus grands producteurs d'ananas du pays. Et au jour d'aujourd'hui, je suis à 15 employés en temps plein. Donc j'ai 15 employés en temps plein et 20 autres temporaires qui viennent périodiquement si toutefois le besoin est là. Actuellement, il récolte entre 1 et 2 hectares par an, pour un chiffre d'affaires de près de 400 millions de francs guinéens. Il invite les jeunes à entreprendre. Des institutions comme la Banque nationale des investissements et l'APIP sont mises en place pour accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, on a tous compris que l'entrepreneuriat devient la philosophie dominante des affaires dans toutes les nations du monde. Donc dès lors qu'on a compris vraiment ces petits secrets, nous devons nous lever avant que ça ne soit tard. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme l'un des outils les plus durables de création d'emplois en Afrique.